Salam alaikum Azul Fillaouen, dans cette deuxième partie de notre couverture spéciale. Donc, Hirak, 5 ans après, le possible n'est pas impossible. Le titre de cette deuxième partie, on a l'honneur donc d'avoir des invités dans cette émission. Vous allez les découvrir juste après. On va revenir bien sûr sur les méthodes que le régime a utilisées pour contrecarrer cette révolution pacifique, historique, si on peut dire. Et avec nos invités, mais aussi on va revenir sur un peu les perspectives par rapport à la situation que nous vivons. On va regarder cette petite vidéo qui nous rappelle un peu les déclarations de certains responsables politiques, personnalités politiques, élites, entre guillemets, et on revient juste après. عن الشعب الجزائري إدراكا منه بأن غيابه عن الانتخابات القادمة هو تمكين للعصابة بأن تستمر في عهدة وتجدد عهدة خامسة. Donc, on a avec nous sur ce plateau, avec un grand plaisir, Dr Karim Naitou Slimane, écrivain, enseignant universitaire, aussi militant politique. Karim Naitou Slimane, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à Si Hamid. Bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent. Marhaba bik, Si Karim. Vous l'avez annoncé avec nous aussi, notre ami Hamid Lelou, directeur de Run for Democracy en Algérie. Il est avec nous ici à Londres. Donc, Hamid, marhaba bik. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Il faut rappeler que tu as fait le déplacement depuis Washington. Marhaba bik. Barakallahu fik, merci pour l'invitation. Bienvenue à Khouna Karim, à tous les Algériens et je dirais même à tout le public nord-africain qui nous regarde partout dans le monde. Merci. Très bien. Et si vous permettez, Sinassar, je me permets d'annoncer moi-même notre invité. C'est Houari Addi, notre ami. Absolument. Et notre grand intellectuel. Je suis très heureux d'être avec lui aussi sur ce plateau aujourd'hui. Barakallahu fik, vous l'avez annoncé, donc professeur Houari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po Lyon. Il sera avec nous aussi par téléphone depuis Paris. Karim Naitou Slimane, je vais commencer cette émission avec vous. 5 années après le début du Hirak, beaucoup de choses se sont passées, mais aussi si on revient un peu sur le début de ce Hirak, il y avait aussi beaucoup de défis par rapport donc à cette révolution pacifique. Il y avait aussi cette manœuvre du système qui a voulu donc contrecarrer cette révolution. Quel regard peut-on avoir donc sur le Hirak 5 années après? Mais écoutez, je vais partir du titre de votre émission qui est joliment bien trouvé. Ce qui est impossible aujourd'hui peut être possible demain. Pour faire un parallèle avec une expression qu'on utilise un peu dans le management du changement, c'est que ce qui peut paraître impossible aujourd'hui peut devenir la norme demain. Et je pense que c'est l'idée principale qu'on doit retenir, c'est que 5 ans après le Hirak, il y a eu des acquis qui ont marqué profondément la société algérienne. Je pense qu'on peut même parler d'un éveil. Je ne sais pas ce que je peux me permettre aussi de parler de renaissance politique, c'est-à-dire les Algériens ont retrouvé le goût de la politique et sa pratique aussi. Évidemment, les résultats espérés, c'est-à-dire un changement radical du système, l'avènement d'un état de droit et des libertés pour les Algériens, pour l'instant, ça ne s'est pas réalisé. Et j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler, de discuter des conséquences, des causes d'abord, et puis des conséquences de tout ça. Malheureusement, au niveau des libertés, on arrive quand même à une situation, à une espèce de blocage carrément, où l'espace public est strictement fermé. D'ailleurs, je relève que malheureusement pour cette émission spéciale et pour toute cette couverture que vous consacrez à l'événement, je relève quand même que la plupart des figures du Hirak, de la politique, de l'opposition en Algérie n'ont pas pu faire le déplacement à Londres, ont toutes, pour certains, participé à distance, pour d'autres n'ont même pas pu s'exprimer. Et ça n'est pas du hasard, j'imagine. C'est que quand même l'espace des libertés et de circulation
est très réduit en Algérie. Beaucoup de leaders politiques sont privés de leur passeport. Certains sont frappés par l'ISIN, c'est-à-dire l'interdiction de sortie du territoire national, ce qui est quand même une chose terrible et inadmissible. Je rappelle aussi qu'il y a actuellement encore en Algérie des journalistes en prison. Je pense à Mustafa Benjama, Hassan Al-Qadi et peut-être à tant d'autres. Il y a aussi des jeunes, de simples militants, des enfants du peuple. Je pense en particulier à l'Alami, à Shamsuddin l'Alami, qui subit avec d'autres militants comme Mohamed Tajadis aussi un acharnement terrible du système en place. Tout cela pour dire que le Hirak a eu un impact profond, c'est-à-dire le Hirak a profondément et durablement déstabilisé le système. Il n'a pas pu aboutir au changement radical souhaité, mais quand même ça a quand même très durablement déstabilisé le système, ce qui a fait que le système a réagi violemment dans la répression en utilisant l'article 87 bis et toutes les conséquences de ça, c'est-à-dire en fermant, en verrouillant le champ public de l'expression politique. Ça, c'est le Hirak du côté des libertés 5 ans après. Mais ça justement, c'est Karim, ça c'était quelque chose de très prévisible. Ça, c'est parce que c'est une critique que je fais à tout le monde, y compris à moi, à toi et à tous les militants. Et je me rappelle, à l'époque, on parlait avec d'autres militants et je dis, on est condamné à la réussite. Parce que vous avez eu le culot de défier le système. Et si on ne réussit pas ce Hirak, si on ne va pas jusqu'au bout, la revanche va être brutale. Et c'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec d'autres analystes ou militants qui disent « Ah, maintenant, ce système, il est beaucoup plus dur que celui d'avant. » C'est le même système. C'est juste parce qu'on l'a piqué dans le nerf. Et c'est pour ça qu'il réagit avec cette brutalité. Il n'hésite pas à mettre les universitaires, les avocats, les journalistes et les individus de tous bords en prison. Et il y a eu des tortures, il y a eu des abus. Et ça, c'est la conséquence directe du fait que ce processus, si on l'appelle processus de Hirak, n'a pas justement abouti là où on le veut. Ça, je ne suis pas en train de parler de succès ou de faillite ou de défaite, c'est pas ça. Mais le fait de les avoir piqués, et c'est pour ça que nous sommes condamnés à continuer. On n'a pas le choix. Et encore une fois, il y a quelque chose qui m'a interpellé, comme mon frère Karim, c'est le titre, et moi j'ai envie de dire, le naturel est inévitable. Voilà. Très bien. Karim, je vais revenir vers toi, mais on me dit à l'oreillette qu'on a professeur El-Houari Addi, on va lui donner la parole. Professeur El-Houari Addi, rappelons-nous, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. Si El-Houari, marhaba bik, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. بارك الله فيك سي ناصر، شكرا على الاستضافه والسلام لضيفكم. Très bien. On a ici donc avec nous sur le plateau Dr Karim Naïtou Slimane, mais aussi notre ami Hamid Lellou qui est venu de Washington. Professeur El-Houari Addi, quel regard peut-on avoir donc sur le Hirak 5 années après? Karim Naïtou Slimane a parlé, a qualifié donc le Hirak, il a dit qu'il a secoué le fondement du système politique en Algérie. Moi, j'analyse le Hirak comme étant ce moment de modernisation de la vie politique algérienne, ou plutôt de modernisation de la construction de l'État en Algérie. Dans le sens où, dans la modernité, la politique se fait de façon institutionnelle et se fait de façon pacifique. Les changements de régime se font de façon pacifique. L'adversité politique se déroule dans des institutions pacifiquement. Et avant la modernité, le Moyen-Âge ou dans le passé, la politique se faisait par la violence. Et nous sommes encore dans le régime algérien. Il est encore dans le paradigme
de la politique par la violence. Et les Algériens, ce qu'ils demandent, et ce qu'ils expriment, et ce qu'ils obtiendront, parce que c'est dans la perspective historique, c'est la démilitarisation du politique. C'est la dépolitisation du grade de général. Et tant qu'on n'aura pas démilitarisé la politique, eh bien la politique se fera dans la violence, avec la violence. Et c'est ce que les Algériens ne veulent pas. L'Algérien ne veut pas se battre contre un autre Algérien violemment. Voyez-vous, il ne veut pas utiliser, il ne veut pas qu'il y ait une goutte de sang qui soit versée parce qu'on n'est pas d'accord politiquement. Professeur Lhouari Addi, on va essayer de... quand vous dites démilitarisation de la politique, qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que l'implication de l'armée dans le champ politique? C'est-à-dire que l'armée se retire du champ politique, que l'armée n'utilise pas les services secrets qui sont les yeux de l'État comme police politique, que les services de renseignement de l'armée ne s'immiscent plus dans la vie des partis, des syndicats, des universités, de la presse. C'est ça la démilitarisation du politique. Il faudrait laisser les Algériens se battre politiquement entre eux et pacifiquement. Moi, je ne suis pas d'accord avec un Algérien politiquement. Ce n'est pas une raison pour que je prenne une arme et je le tue. Voyez-vous? Donc, il faudrait la modernité à trouver le moyen. C'est peut-être le moins mauvais. C'est l'élection. C'est l'élection qui tranche. Est-ce que le Hirak a trouvé ce moyen moderne? Le Hirak voulait, par sa selmia, comme on dit, voulait pacifier le champ politique, pacifier les rapports entre l'État et le citoyen. Et les rapports entre l'État et le citoyen sont militarisés par le DRS. Donc il faut que le DRS soit réorganisé pour qu'il obéisse ou bien pour qu'il active dans le cadre des prérogatives constitutionnelles. La Constitution, lui trace les prérogatives. Et donc ces dispositions constitutionnelles sont piétinées par le commandement militaire, consciemment ou inconsciemment. C'est pour ça qu'il faut faire appel à la conscience politique des officiers supérieurs pour leur dire que tous les pays du monde sont en train de se développer et l'Algérie est en train de stagner. Les Algériens qui vont l'Umra ou le Hajj, l'Arabie Saoudite est en train de se développer. Regardez l'aéroport international de Jeddah et comparez-le à l'aéroport international d'Alger. L'Arabie Saoudite est en train de se développer et l'Algérie ne se développe pas. Et donc, il faut faire comprendre cela sans violence aux officiers supérieurs pour qu'ils prennent conscience que volontairement ou involontairement, ils bloquent les aspirations des Algériens au développement. Et donc, il faudrait qu'il y ait une transition pacifique. Il ne faudrait pas qu'il y ait une seule goutte de sang et qu'il n'y ait pas de chantage à dire qu'on va poursuivre certains et certains d'autres devant les tribunaux. Il faut une transition pacifique. Et la transition a réussi dans de nombreux pays d'Amérique latine où il y avait des dictatures militaires. Le Chili, le Brésil, l'Argentine. Voyez-vous, ça ne veut pas dire que l'Algérie va avoir le meilleur régime du monde. Non, ça veut dire que l'Algérie va se débattre politiquement, va essayer de s'en sortir en utilisant ses meilleurs enfants dans le cadre de l'alternance électorale. Mais la politique appartient aux partis politiques. Professeur Lhouari, je pense que notre ami Hamid Lelou qui est avec nous sur le plateau veut réagir par rapport à ce que vous avez dit. Je vous en prie. Oui, bien sûr.
Salam, docteur El-Houari. Moi, je trouve ce concept de démilitarisation de politique, de la dépolitisation du militaire, un concept intéressant, mais j'aimerais ajouter une idée là-dessus. Il faut que le public algérien, il faut que le peuple algérien et les militaires, et c'est très important, comprennent qu'il y a une complémentarité entre le politique et le militaire. Quand on dit Dawla Madaniya Machi Askaria, ça ne veut pas dire que les militaires, il faut qu'ils dégagent complètement et qu'ils rentrent complètement dans leur caserne. Oui, c'est vrai, mais dans la réalité politique, le militaire, il est partenaire avec le politique. Même si la décision, dans les démocraties, là où tu vis, toi, aux États-Unis ou en Europe, le civil, il prend la décision finale, mais les décisions politiques, elles sont réfléchies en fonction de la contribution des militaires professionnels. Donc il y a cette complémentarité, il y a cette synergie entre les deux pour que le public algérien et surtout pour que les militaires algériens et les officiers comprennent que nous, qui pensons être l'alternative à ce système qui existe en Algérie, nous ne regardons pas notre institution militaire comme un ennemi. Nous ne regardons pas comme un frein. Au contraire, on veut l'utiliser en une complémentarité pour construire le pays ensemble. Donc il n'y a pas d'ennemité entre les deux. Très bien. On va donner la parole au professeur El-Houari à Dr Karim Naït-Ouslim. Juste une idée complémentaire par rapport à ce qui vient d'être dit. Effectivement, la démilitarisation du politique et surtout la dépolitisation du grade de général, parce que c'est le Houari très pertinent lorsqu'il parle de la démilitarisation du grade de général, parce qu'en Algérie, ce n'est pas toute l'armée aussi qui fait de la politique, c'est à partir de ce grade-là qu'ils font de la politique. Je pense que le problème n'est pas uniquement un problème de compréhension, c'est-à-dire ce passage qui est vraiment la condition sine qua non du changement en Algérie, n'est pas lié à un problème de connaissance ou de compréhension. Je pense que cette nécessité est comprise et voire même admise par tous les Algériens, par l'ensemble des acteurs politiques. Mais je pense que le changement est une question de rapport de force. C'est-à-dire, comment créer un rapport de force favorable au changement. Le Hirak, à un certain moment, par toute la puissance qu'il avait dans la rue, par l'implication à nouveau de cet acteur majeur dans la vie politique qui est le peuple, dans la rue, dans la sphère politique, à un certain moment a commencé à secouer et à changer un petit peu les rapports de pouvoir. Mais le régime, le pouvoir qui a été déstabilisé, s'est redressé. Et maintenant, ce qu'on voit en Algérie, ça n'est pas une absence de connaissance ou une ignorance de la chose politique, mais plutôt un recul de l'engagement. Parce qu'il faut aller, et c'est là où je pense qu'il y aurait vraiment un rôle majeur des acteurs politiques. Et pourquoi il y a eu un recul de l'engagement? Parce qu'il y a eu un désengagement des acteurs politiques de l'opposition. Alors, je dois expliquer cela. Ça n'est pas un désengagement effectif sur le terrain. Ça n'est pas ça. Ça n'est pas un recul, par exemple, l'arrêt des manifestations, des marches et tout ça. Ce n'est pas de ça que je parle. Mais je parle par exemple, la question du consensus. Parce que c'est très bien, on arrivera à un certain moment à la question de la légitimité des urnes. C'est-à-dire que dans un État mondial, comme l'a dit le professeur El-Houari, c'est que oui, l'alternance au pouvoir se fait par la légitimité par les urnes, par le vote, évidemment, par les élections. Mais je pense que dans le cas algérien, et c'est à ça que le Hirak a commencé à travailler, je dis commencer parce que ce n'est qu'un début, je pense qu'il faut d'abord qu'on passe par la légitimité du consensus, qui doit se faire entre les acteurs politiques pour nourrir et pour réarmer, mais dans le sens politique, et là je ne parle pas de violence, pour réarmer l'engagement populaire dans la sphère politique, pour créer un basculement. Parce que le régime ne va pas changer de lui-même. Même si c'est évident, je pense que ceux qui tiennent actuellement l'Algérie savent très bien que l'Algérie n'est pas un pays développé. Savent très bien que tous les pays de la région sont en train de nous dépasser. Savent très bien que l'Algérie est sortie de l'histoire actuellement. Elle n'a pas d'existence diplomatique, pas d'existence économique, pas d'existence culturelle. Ils le savent très bien. Mais ils ne peuvent rien faire. Pourquoi? Parce que le modèle d'État, l'État postcolonial dans lequel ils se trouvent,
et d'ailleurs, je reprends aussi l'idée de paradigme, le paradigme de l'État postcolonial est un paradigme obsolète. Nous sommes actuellement à un stade d'une paralysie paradigmatique, c'est-à-dire les acteurs politiques en Algérie se trouvent coincés dans un système où, si on ne change pas, notre rapport aux politiques, le changement ne pourra pas venir, sauf s'il vient de l'extérieur. Et s'il vient de l'extérieur par exemple, par ce qui se passe à nos frontières, par exemple au sud et même à l'ouest, personne n'en veut. Ça sera terrible pour l'Algérie. Il faut qu'on amorce un changement de l'intérieur, et ce changement, il faut qu'il émane aussi d'un travail consensuel. Il faut qu'on passe entre les acteurs politiques par ce qu'on appelle la légitimité du consensus. Et je pense que c'est une des choses qui ont affaibli un certain mouvement, le mouvement du Hirak, c'est que le peuple a dit « je suis là », mais à un certain moment, je pense que les élites de l'opposition, avec toute la considération évidemment que je dois à tout ce qui a été fait, je pense qu'à un certain moment, il y a eu quand même un certain, on va dire, recul ou quelque chose à faire dans l'avenir. Très bien. Professeur Houari Addi, Dr Karim Naïtou Slimane est en train de parler de rapport de force qui a changé donc par rapport au Hirak et par rapport à la situation du régime aussi. Mais quand on parle de ce rapport de force, et là je comprends, je pense, l'analyse de Karim Naïtou Slimane qui peut-être est en train de dire que l'élite algérienne n'a pas su capter ce rapport de force d'un côté, mais de l'autre côté aussi, le régime a utilisé tous les moyens pour casser cet élan, cet éveil, professeur Houari. Oui, non, mais des idées intéressantes ont été émises autour de la table. Et juste pour clarifier les choses, pour répondre à mon ami le Lou Hamid, l'armée est indispensable. Sans l'armée algérienne, l'Algérie n'existerait pas. Il faudrait qu'on soit clair, personne n'a remis en cause. Mais il ne faudrait pas que l'État soit sous l'égide de l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée n'est pas un parti politique. L'armée doit être unie et doit obéir à ce qu'on appelle la hiérarchie du commandement. Voyez-vous? Et lorsqu'elle se politise, il se forme des clans à l'intérieur du commandement. Et là, c'est très dangereux. Et on le voit très bien en Algérie. Vous savez que, je ne vais pas vous donner un scoop, vous savez que l'armée algérienne n'a pas de chef? Il n'y a pas un chef de l'armée algérienne. Chengriha, on sent qu'il n'a pas d'autorité sur tous les clans. Et d'ailleurs, il ne devrait pas y avoir de clans dans l'armée. Les clans existent dans le parti. Mais c'est parce que le commandement militaire est politisé qu'il y a des clans. Alors, quelle est la solution? La solution, c'est que l'armée doit avoir un chef. Et ce chef est l'autorité civile élue. Ça se sent que Tebboune n'est pas le chef de l'armée. L'armée a besoin d'un chef. Et pourtant, Chengriha, c'est l'armée a besoin d'un chef. Et ce chef, élu, ce chef civil élu, lui, il désigne le ministre de la Défense et qui met en place les mécanismes militaires de l'état-major et qui se donne il désigne le chef d'état-major sur des critères techniques, professionnels et non pas politiques. Voyez-vous, c'est pour ça qu'il est impératif que le grade de général soit dépolitisé et que le champ militaire, le champ politique algérien soit démilitarisé. Sinon, on est dans l'impasse. Ils vont tous se développer, comme l'a dit Karim maintenant. Nous n'existons pas diplomatiquement. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient, en Ukraine. La voix de l'Algérie ne compte pas. L'Algérie a posé sa candidature pour les BRICS. Ça a été refusé. Nous n'existons pas. Nous n'existons pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une paralysie. Et cette paralysie vient du commandement militaire. Et j'espère qu'ils vont prendre conscience pour qu'ils parlent aux vraies élites. Quand je parle de vraies élites, c'est-à-dire des élites représentatives qui sortiront par les urnes
et qu'il leur laisse la direction de l'État. C'est ça le problème de l'Algérie. Mais quand on parle de paralysie, professeur Houari Addi, vous parlez de paralysie donc, du système, du régime, de son appareil, mais aussi de l'autre côté, il n'y a rien qui a été proposé, professeur Houari Addi. On a vu, et beaucoup peut-être, pas beaucoup, mais des observateurs qui parlent de l'échec, entre guillemets, du Hirak. Votre réaction? La réaction, ce que vous dites est irréaliste, puisque cette table ronde que nous avons aujourd'hui, elle ne devrait pas se dérouler à Londres, elle devrait se dérouler à Tlemcen ou à Constantine ou à Alger. Donc on ne peut pas faire de la politique en Algérie. On ne peut pas faire de la politique en Algérie. Si vous faites de la politique, vous allez en prison. Donc, vous croyez que moi je parlerais comme ça si j'étais à Oran? Je ne parlerais pas. J'aurais été en prison. Donc, il faut faire appel à la conscience politique des militaires pour qu'ils acceptent de sortir de cette impasse et pacifiquement. Sinon, de toute façon, les Algériens ne recourront pas à la violence, comme je l'ai dit et je le répète, parce que, et ils l'ont montré durant le Hirak, une maturité politique. Mais l'armée, c'est Yedi. C'est notre armée. C'est nous-mêmes. Voyez-vous? Donc il y a une erreur tragique que fait le commandement militaire. Et moi, en tant que citoyen, je souhaite juste qu'il se réveille. Qu'il se réveille. Les généraux américains, français, britanniques qui ne font pas de politique. Très bien. La CIA défend les intérêts américains contre les étrangers. La CIA me les affaires politiques internes entre Américains. J'ai un différent politique avec Karim Tabou ou avec Ali Belhaj. Le DRS, la fonction de c'est de protéger la sécurité de l'État, de protéger les intérêts supérieurs de la nation. Voilà moi, je ne vois pas comment sortir. Maintenant, bien sûr, on aurait pu faire plus. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a des volontés extraordinaires en Algérie. Elles sont à l'état potentiel. Regardez, durant le Hirak, on a vu une jeunesse merveilleuse. Elle est à l'état, elle s'est manifestée. Elle était à l'état potentiel. Mais si le goulot d'étranglement est enlevé, vous allez voir, Wallah, il y aura l'ajab al-mu'ajab. Très bien. Restez avec nous, professeur Houari Addi. Je vais vous donner la parole, Karim. Vous voulez réagir parce que c'est le tour, je pense, de Hamid de réagir si vous voulez. Non, mais moi, ce que dit le professeur Addi, c'est logique. Mais bon, moi, quand je dis il faut parler aux gens, ce n'est pas une question d'incompréhension. C'est une question peut-être moi, quand je parle, j'ai envie de cibler une audience. J'ai envie de parler maintenant à ces généraux et de leur expliquer ce que toi, tu viens de dire. Il faut qu'ils l'entendent, même s'ils le savent. Ce n'est pas une question, ils ne le savent pas. Peut-être il faut être sûr qu'ils l'entendent de cette élite dont on parle, qu'il y a l'alternative, que nous ne sommes pas des gens irresponsables, parce qu'on est tagués comme ça. Ils disent « Ah, ils sont responsables, ils ne comprennent rien du tout, ils n'ont pas l'intérêt national, etc., etc. » Mais parmi cette élite militaire algérienne, justement, j'ai envie de leur parler directement, de leur dire « Non, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur du changement. Et s'il y a l'opportunité de faire du changement, ça se fera de manière pacifique et de manière positive. » Très bien. Karim. Absolument, et c'est pour ça que je parle d'ailleurs de passer aussi par la légitimité du consensus. Je pense que parler directement de la légitimité des urnes soulève quand même beaucoup de questions. Soulève beaucoup de questions, implique beaucoup d'incertitudes. Et on sait très bien que l'une des causes majeures de la résistance au changement, parce qu'en Algérie, on est dans un cas typique de résistance au changement. L'une des causes majeures de la résistance au changement, c'est l'incertitude. C'est-à-dire la distance que prennent les gens quant à ce qui est incertain, parce qu'on ne pourrait pas savoir. Et il ne faut pas oublier aussi le poids de notre histoire, et je parle notamment de notre histoire récente. On a vu ce qui s'est passé, par exemple, dans la tragédie des années 90. Donc tout ça, il faut savoir que ça a été intériorisé par l'inconscient collectif des Algériens. Donc la société algérienne
à intérioriser tout cela. Et ça joue un rôle important dans les réactions des uns et les actions des uns et des autres. D'où l'intérêt pour l'opposition de ne pas partir au front contre l'armée, parce que le changement ne vise pas l'armée. Le changement concerne l'armée. L'armée est un partenaire du changement, mais le changement vise la société en général, vise l'État. Nous voulons passer à un autre modèle, sortir complètement du modèle obsolète de l'État postcolonial et aller vers un État institutionnel, un État moderne, un véritable État moderne. Et en cela, la nécessité du consensus entre les opposants, ça jouerait le rôle d'une, si vous voulez, d'une assurance, vous voyez, c'est-à-dire sortir avec un projet consensuel, détaillé, qui apporterait le maximum d'informations sur, par exemple, les étapes sur lesquelles nous allons passer, par exemple, si on passe par une période de transition, par exemple. Parler, par exemple, des fondements de l'état de droit, la question des libertés, par exemple, la question des références, la référence politique, elle sera de quelle nature, par exemple. Le rôle des partis aussi. Donc, il y a des choses sur lesquelles on doit s'exprimer pour politiser davantage le peuple. Parce que je pense qu'il y a une balance à avoir entre la dépolitisation de l'armée et la politisation du peuple. Je pense que c'est vers cet équilibre qu'on doit avancer. Et c'est de ce rapport de force que je parle. Les élites de l'opposition ont maintenant une responsabilité historique, non pas de défier le régime, non pas de défier l'armée. Au contraire, c'est elle a un rôle presque politique pédagogique, c'est-à-dire déjà de poser les grandes lignes d'un projet consensuel de transition pour rassurer les uns et les autres, et en même temps pour pouvoir faire appel à l'élite consciente de l'armée, parce que nous partons du principe qu'on ne peut pas avoir une armée de 500 000 hommes qui est complètement et intégralement corrompue. Ça n'est pas possible, parce que si c'est le cas, ça veut dire qu'on a une société malade. Moi, je pense que ça n'est pas le cas. Comme l'a si bien dit le Houari a dit, évidemment, il y a une élite dans l'armée qui souhaite le changement. Et cette élite, il faut s'adresser à cette élite à travers un projet consensuel qui prend en considération les préoccupations des Algériens, mais qui pose aussi les grandes lignes de cette transition pour faire un travail, comme je l'ai dit, politico-pédagogique vis-à-vis des décideurs qui, inconsciemment ou consciemment, sont quand même responsables de ce qui se passe actuellement en Algérie. Parce que lorsque je parle, juste et je termine sur ça, lorsque je parle aussi du rôle de l'opposition, ça ne veut pas dire qu'elle porte une responsabilité directe. Parce que ceux qui portent la responsabilité directe, en fait, ce sont ceux qui tiennent quand même effectivement le pouvoir. Très bien. Le professeur Houari Addi, le point qu'a soulevé notre ami Karim sur la responsabilité historique de l'opposition ou de l'élite qui représente un peu, qui représente le Hirak, c'est une question qui est très importante, surtout par rapport à la situation que nous vivons, professeur Houari Addi. Ce régime, en fin de compte, c'est le meilleur allié du Hirak. Il a reproduit toutes les causes qui nous ont menés au Hirak, professeur Houari Addi. C'est vrai parce qu'il est dans l'impasse. Regardez, bon, les Algériens, comme je l'ai dit, le Hirak, du fait que c'est une silmiya, il est pacifique. Il a encore donné, les Algériens ont encore donné une chance au régime avec Tebboune. En disant ça implicitement. Ça, vous avez choisi un nouveau président, ça a décidé. S'il développe le pays, on va l'acclamer. Il va être populaire. Mais 4 ans, il n'a rien fait. Il ressemble beaucoup plus à Bouteflika qu'à autre chose. Et donc, si ça continue comme ça, et c'est pour ça qu'il y a des rumeurs selon lesquelles le commandement militaire ne va pas lui donner un second mandat. Parce qu'il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi à développer le pays. Il n'a pas réussi à redonner à l'Algérie son aura diplomatique. Il n'a pas réussi. C'est l'échec. Mais ça, ce n'est pas la faute de Tebboune. Tebboune, c'est un fonctionnaire
C'est un fonctionnaire, il est issu de l'administration. Le président doit être issu d'un parti politique qui aura fait campagne dans tout le pays et il aura eu le soutien électoral. Et il aura l'autorité politique pour faire les changements. Tebboune n'a pas l'autorité politique pour faire les changements qui sont attendus de lui, et par les militaires et par la population. C'est-à-dire nous sommes dans un modèle, comme l'a dit Karim, c'est la paralysie, c'est l'impasse. C'est pour ça, c'est une impasse qui révèle en fait une peur. Les officiers supérieurs ont peur. Et le message, c'est de dire, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de votre peuple. Il ne faut pas avoir peur de votre peuple. Le peuple veut faire de la politique pacifiquement. Il veut que les syndicats soient libres et autonomes sans qu'il y ait l'intervention des services de sécurité. Une université autonome, où les recteurs sont élus par les enseignants. L'université est dans la léthargie. L'économie ne produit pas, on n'exporte pas. Et ça, c'est qui est responsable? Voyez-vous? Donc, il faudrait un vrai débat national, mais il y a un problème en Algérie. C'est que vous avez le principal acteur politique. Le principal acteur politique, c'est le commandement militaire. Il dit, moi, je ne fais pas de la politique. Voilà le problème. Très bien. Qui veut être tu désignes jusqu'au maire des petites villes, tu les désignes, tu me dis, tu ne fais pas de la politique. C'est le dire, est-ce qu'il désigne les maires? C'est le dire, est-ce qu'il désigne les députés? Ou tu ne fais pas de la politique? Donc il faut tenir ce langage aux militaires. Il faut leur tenir un langage de vérité sans appeler à la violence. Très bien. Professeur Laouari Addi, merci beaucoup d'avoir participé dans cette émission. Professeur Laouari Addi, professeur émérite en sociologie à Sciences Po de Lyon. Barakallahu fik. Très rapidement, Hamid Lello, parce qu'ils me disent qu'on a dépassé le temps de l'émission. Je vous laisse un petit mot avec Karim aussi. Oui, alors je pense que l'essentiel de ce qui a été dit ici, c'est par rapport à la communication, au message qui devrait être passé à cette élite algérienne qui tient le règne du pays, c'est-à-dire l'armée et les responsables qui sont dans le régime. Et je pense qu'ils savent ce qui se passe, ils savent que le peuple a besoin ou a envie du changement. Il y a une partie de ce régime qui la refuse, et j'insiste encore sur l'ouverture d'un canal de communication entre le peuple et cette partie qui est au sein du pouvoir et qui veut ce changement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du vide, et du vide politique et du vide sécuritaire. Mais s'il y a ce message qui passe entre les deux et qu'il y a cette confiance qui est établie, on n'aura pas de problème, Inch'Allah. 10 secondes, Karim. Oui, je pense que justement pour envoyer ce message, je pense que maintenant, il faut qu'on passe à une étape supérieure qui a été commencée par le Hirak. Maintenant, c'est le temps, on a le temps, c'est le temps du politique. C'est-à-dire construire un projet consensuel qui part de l'opposition vers le peuple et aussi vers la partie patriote du commandement militaire, qui sont tous des parties prenantes du changement. Et parce que, tout simplement, le changement actuellement en Algérie, ça n'est pas une option, mais c'est une nécessité. Très bien. Barakallahu fik. Karim, Dr Karim Naïtou Slimane, écrivain, enseignant universitaire et militant politique. Merci d'avoir participé à cette émission. Merci à notre ami Hamid Lello, qui est directeur de Run for Democracy en Algérie. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette couverture spéciale. Restez avec nous, la couverture spéciale continue avec mon confrère Salim Salehi. Merci, Atekoum Saha.